On va commencer donc l'émission avec vous. Depuis un mois, vous êtes sur la liste des personnes qui sont en attente d'une greffe de rein. Est-ce que vous avez un bip comme dans le film? Non, j'ai pas de bip. J'ai mon téléphone portable, mes différents téléphones. Et j'ai donné mes coordonnées à l'hôpital. D'accord. Ils sauront me joindre. Le bip, c'est caduc maintenant, ça fonctionne par téléphone portable? Enfin, tout le monde a, ou presque. Beaucoup maintenant, oui. Ouais. Comment vous avez découvert que vous étiez malade, Émilie? J'ai découvert ça à la suite de migraines. J'avais jamais été malade de ma vie et tout d'un coup j'avais des migraines. Et ces migraines se sont intensifiées et répétées, de plus en plus souvent donc. Et au départ, on a diagnostiqué réellement des migraines. Et au bout de, je crois, 6 à 9 mois, on a découvert que j'avais en fait 21 de tension. Et là, c'était plus des migraines. Mais mes reins étaient déjà tout petits et en plus, ils se sont atrophiés parce qu'ils ont trop travaillé. Et on s'en rend compte, pour ce qui est des reins, on ne s'en rend compte que quand ils sont vraiment dans la phase terminale. Donc là, ça a été le cas, quoi. C'était déjà... Depuis combien de temps? Depuis un mois, vous êtes sur la liste d'attente. Depuis combien de temps vous savez que vous aurez besoin d'un greffon un jour ou l'autre? 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Et un mois que vous êtes donc en attente. Oui. Une de nos équipes vous a suivi pendant 2 jours. Je vous propose de regarder donc le reportage qu'a rapporté cette équipe. On se rend compte que votre état de santé vous impose une dialyse quotidienne, ce qui est très lourd à supporter au moment de dormir, mais que vous avez quand même pas mal de courage et bien la pêche aussi. On va voir ça donc dans ce reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Benoît Grimont pour démarrer cette édition de Ça se discute donc sur le don et la greffe d'organes. Il y a 1 an, Émilie apprenait que ses reins étaient atrophiés. Depuis, elle attend une greffe. À l'hôpital Bichat à Paris, elle est suivie par un néphrologue, un médecin spécialiste du rein. Qu'est-ce qui est abîmé dans le rein d'Émilie? C'est justement les petites unités, les glomérules, les unités qui filtrent le rein, qui sont atteints d'une maladie qui empêche donc que le sang soit bien nettoyé et filtré. C'est-à-dire que normalement, un rein normal, si j'ai bien compris, fait 12 cm de diamètre, c'est ça? Oui. Et les miens font 7 cm de diamètre. Au cours de l'insuffisance rénale, effectivement, les reins se rapetissent, puisqu'en fait, ils sont plus fonctionnels et ils deviennent plus petits au cours de l'insuffisance rénale chronique. Émilie, effectivement, est O positif, donc elle n'est pas dans les gens qui sont transplantés rénaux le plus rapidement possible, enfin le plus rapidement. Et je pense qu'il est raisonnable quand même de lui dire qu'elle en aura probablement, que ça se fera probablement en termes d'années avant qu'elle puisse obtenir un rein. Alors le docteur a beau me dire que ça peut durer très longtemps, moi je reste persuadée que je sais pas, que je vais avoir un coup de bol et que ça va aller assez vite. En attendant une greffe de rein, Émilie mène une nouvelle vie. À la maison, après sa journée de travail, elle se soigne toute seule. Chaque soir, elle se consacre à la préparation de sa dialyse, un système qui remplace ses reins défaillants pendant toute la nuit. Vous faites des allers-retours, hein, Non, je m'organise avant la dialyse parce qu'une fois que je suis branchée, je ne peux plus tellement bouger de cet endroit. Je prends mon bouquin, je prends tout ce dont j'ai besoin avant. Ça, c'est le genre de poche qu'on met sur la machine. Voilà, là, il y en a une. Celle-ci va chauffer. Et ensuite, on en mettra 2 autres grandes de 5 litres là à côté, ainsi qu'une de 2 litres. Il faut faire très attention aux infections, donc il faut bien se laver les mains. C'est hyper important avant toute manipulation et surtout au moment du branchement. Pour éviter que les cochonneries rentrent dans le ventre directement, puisque avec le cathéter, mon ventre est à l'air libre. Donc là, on met là. Ça va où ça, Émilie? Bon, en fait, ça va directement dans la salle de bain et dans les toilettes. C'est tout le liquide qui est passé dans mon corps. Une fois passé dans mon corps, on ne le conserve pas, donc... C'est pour évacuer? Donc c'est ça, c'est le système d'évacuation. Certains préfèrent prendre un jerrycan. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Je lui ai donné un prénom, mais parce que je connais personne de ce prénom-là. Je lui ai donné le prénom de Janine. Pourquoi? Ça me permet de lui... Pas de lui parler parce que je lui parle jamais, mais plutôt de lui donner des claques quand elle m'énerve. C'est plus sympa qu'un ordinateur, un prénom.
Toute la nuit, Émilie sera branchée à l'appareil de dialyse via son cathéter greffé dans sa paroi abdominale. Est-ce que c'est douloureux? Ça peut l'être. Ça l'est surtout dans la première phase et la dernière phase de drainage. Parce que la machine vous draine à 100%, autrement dit, elle vous vide complètement. Quelquefois, ça tiraille un peu. Elle commence par me vider le ventre complètement. Et ensuite, elle m'injecte le liquide qui est là, dans le ventre. Et puis ensuite, elle attend 45 minutes. Il y a une stagnation de 45 minutes. Et après, elle reprend exactement le même travail 8 fois de suite. Elle me revide le ventre, elle me le remplit. Le jour où vous serez greffé, il n'y aura plus tout ça? Ah non, enfin, le jour où je serai greffée, il y aura encore pas mal de démarches à faire médicalement parlant, mais au bout d'un an, on a encore un an je crois, une année assez lourde après la greffe. Et après, ben, tout ça, ce sera fini complètement, puisque les gens qui sont greffés de reins vivent complètement normalement, donc. Oh, tiens. Dans la plaine, souffle la tempête, courant tout de son manteau blanc. Notre amour nous emmène à la Ça, c'est sûr qu'on s'amuse, mais alors, d'un point de vue musical, c'est pas ça du tout. Émilie, c'est quoi votre rôle, là? Mon rôle, c'est d'essayer de faire chanter les gens qui s'amusent et puis de mettre sur place une chorale paroissiale. Voilà. Vous avez de l'énergie pour quelqu'un de malade? Ouais, mais je suis pas malade, là. Je suis chef de chœur. Je fais chanter les gens. Il n'y a rien qui est... C'est pas marqué sur mon front. SOS malade. Il y a des gens ici qui le savaient même pas, donc... je veux dire, il n'y a pas de problème. Pardon. Émilie a donc décidé de ne pas sombrer dans la maladie. Avec ses amis, elle en parle très ouvertement. Mais c'est vrai que pour moi, le donner, ça ne me gênerait pas. Voilà, alors, il y en a donner, plein. me gênerait pas. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les 3/4 des personnes me disent ça. Oh, mais moi, donner, ça me gênerait pas. Eh ben, merde, faites la démarche, vous allez dans une pharmacie, vous allez chercher votre carte et vous ressortez et vous me dites pas, donner, ça me gênerait pas. Il faut avoir sa carte sur soi, il faut avoir le réflexe. La première étape qu'il faudrait que je fasse complètement dans ma tête, c'est bête, même si on sait qu'on va mourir, mais c'est aller faire chercher cette carte. C'est reconnaître quelque part qu'on peut mourir. Voilà, c'est ça. Et c'est bête, mais c'est une démarche à faire, qui paraît peut-être idiote comme à la rigueur, tu te poses la question différemment. Enfin, je veux dire, c'est évident que tout le monde va mourir un jour ou l'autre. Mais après ma mort, je donnerai encore la vie à quelqu'un. Et si tu dis ça, tu arriveras plus facilement, à mon avis, à la pharmacie, quoi. C'est clair. Mais si tu te dis, oh là là, je vais mourir, c'est pas gagné. Non, mais il y a quand même une démarche à faire. Je veux dire, non, c'est évident, quoi. Il y a un acte de volonté à faire qui est quand même à... Oui, mais je veux dire, c'est des gens comme moi qui attendent des années et des années parce que les gens font pas ces démarches-là et après... Après une discussion, je vais peut-être y aller, hein, chercher ma carte, je dis pas. Hein. Ce serait bien. C'est pas une question de culpabiliser les gens. Je vais pas venir vous dire, en fait, t'es allé chercher ta carte, etc. Ça se fait pas, mais il faut y réfléchir, je crois, quand même. De retour chez elle, Émilie, comme tous les soirs, doit se dialyser. Cette fois, son cousin Denis est venu lui prêter main forte pour les préparatifs. En fait, là, j'entrepose juste les jaunes, Denis. J'entrepose tout le matériel nécessaire à la dialyse. Et comme il me livre pour 15 jours ou pour un mois, ça fait beaucoup. Ça fait 2 mètres cubes environ par mois. Et 2 jaunes, c'est bon. C'est Denis qui vous donne un coup de main. Ouais, c'est lourd, ça fait 5 kilos et comme il est adorable, il me les porte régulièrement. Avec son cousin, Émilie a beaucoup parlé du don d'organes, un sujet très sensible au sein de la famille. On sait que, parce qu'on l'apprend dans les journaux, à la télévision, qu'on peut vivre avec un seul rein. Alors on le propose. Bon, à ce moment-là, c'est vrai que la discussion démarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait recevoir. Ah oui, en gros, je me suis fait jeter. Pourquoi? Parce que je crois que je préfère de loin attendre et surtout ne pas connaître, ne pas savoir de qui vient cet organe, parce qu'il me semble que ce sera beaucoup plus facile à vivre pour moi. Mentalement parlant, je ne suis pas du tout prête à recevoir le rein de mon frère ou le rein de mon cousin.
Je t'attends, François, hein, t'es pas bon, là. Tu vas me semer, là. Ouais, mais aujourd'hui, je suis bien en forme, là. Ouais. Ça, c'est un bon test, ça prouve que je suis reparti, là. Le moral. Le moral, la santé. forme, tout, je te trace complètement, là. Attention ici. Attention, pardon. C'est bon. J'ai pas repris certains sports. J'avais envie de faire, par exemple, de l'aïkido. Et avec mon cathéter, c'était pas possible. Donc, j'ai pas fait d'aïkido. Maintenant, je continue le tennis. Disons que je prends un rythme un peu plus lent. Il y a 100 ans, la médecine n'en était peut-être pas là. Et il y a 100 ans, je serais morte à 24 ans, d'accord? Il y a eu des moments où j'en avais vraiment marre, mais vraiment marre de tout. Mais je crois que j'ai jamais voulu tout laisser tomber, non. C'est pas possible, on aime trop la vie. Enfin, moi, j'aime trop la vie pour ça. Voilà, reportage de Jean-Baptiste Lavry, Benoît Grimont. Vous l'appelez Janine, donc. Joli prénom, Janine, pour une machine, en tout cas, ça j'en suis sûr. Pardon à toutes les Janines de France. Elle vous empêche de dormir, parfois? Elle vous réveille? Elle me réveille, oui, parce qu'en plus, cet imbécile, elle sonne. Elle sonne dans quelles circonstances? En fait, à partir du moment où il y a un problème dans le processus, comme c'est un ordinateur qui fonctionne très bien, dès qu'il y a un problème, dès que le tube que vous avez vu est plié et que le liquide ne peut plus s'injecter, elle se met à sonner pour me dire bah, réveille-toi, bouge, le tuyau est bloqué. Quoi. Donc, voilà. Vous pouvez sauter une dialyse? Il ne faut pas le dire. Faut pas le dire, ouais. Je le fais, oui. Ça vous arrive? Pourquoi faut pas le dire? Non, mais les médecins, c'est pas préférable. De toute façon, après, on est moins en forme quand on le fait, mais oui, je le fais. Il vous arrive de ne pas avoir le courage ou de ne pas avoir envie ou... Il m'arrive parfois, après des super soirées avec des amis, quand on rentre, on a fait la fête, il est 2 h du matin ou 4 h du matin, et vous n'avez absolument pas envie de vous retrouver malade parce que vous avez de la fête plein à la tête. Et là, c'est dur de se brancher, c'est clair. Donc il y a ces fois-là, puis il y a des fois où, une fois de temps en temps, je dis allez, basta. Il vous arrive de partager vos nuits avec quelqu'un d'autre que Janine, si je peux me permettre? Ou est-ce que c'est une machine qui demande une relation totalement exclusive? Non, pas totalement exclusive, on va dire ça comme ça. D'accord. À part donc la fidélité presque que vous devez à ce rein artificiel et exogène, quelles sont les autres contraintes que vous impose cette insuffisance rénale? Je sais pas, en termes de vacances, de repos. Comme vous avez pu le voir dans le reportage, ça demande quand même énormément de matériel. Donc forcément, dès que je veux partir en week-end, c'est la grosse valise. Je ne suis pas encore musclore et c'est 17 litres par nuit. Donc en plus de la machine qui fait à peu près 10 à 12 kilos. Donc la machine, elle va dans une valise roulante, donc il n'y a pas trop de problème, je la traîne. Mais forcément, il faut une organisation. Il faut soit se faire livrer sur place, soit avoir une voiture, enfin, il faut prévoir. Vous ne voulez pas pour l'instant qu'on prélève le rein chez quelqu'un de vivant, alors que c'est quelque chose de possible. Il y a même des personnes qui sont directement concernées sur ce plateau, puisque nous avons là une sœur qui a donné un rein à l'un de ses frères. Si ça devient urgent un jour, est-ce que vous changerez de position, vous pensez? Je crois que c'est ce que j'ai toujours dit. Pour l'instant, j'en suis au début parce que je ne suis pas depuis longtemps sur cette liste. Un mois. Ouais. Et voilà, un mois. Et si ça doit vraiment durer, je crois que je repenserai peut-être ce problème, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Non. Et pour l'instant, si vous bagarrez pour faire savoir qu'on peut se proposer comme donneur, en vous énervant chez tous ceux qui disent « moi je donnerai » et qui n'ont rien fait pour. Ouais. C'est tellement facile de dire « oh bah oui, de toute façon, moi je veux bien donner », mais non, c'est maintenant. Je veux dire, il y a un truc qui me révolte, c'est que d'abord on n'en parle jamais. Moi, avant d'avoir ce problème, jamais j'avais entendu parler des... On est sous-informé, c'est clair. C'est clair, mais je crois que c'est essentiel c'est essentiel à faire, parce que moi ça me permettrait de vivre. Quoi. Ouais. Vous avez dû effectuer des démarches, Émilie, pour être inscrite sur la liste d'attente de greffe. Alors, quelle démarche exactement? Vous avez parlé d'un questionnaire assez proche de celui d'un entretien d'embauche. En fait, le fait est que pour pouvoir accéder à cette fameuse liste d'attente de greffe, enfin, chose qu'on attend depuis, dès qu'on vous apprend la nouvelle, il faut donc répondre entre guillemets à certains critères d'abord médicaux, donc il faut passer par pas mal d'examens, vérifier que tout votre corps n'a pas d'autres problèmes, et ensuite, comme la liste est centralisée sur un seul hôpital pour ce qui me concerne à Paris, on doit passer un espèce d'entretien pour vérifier. De quoi ? Pour vérifier si on a le droit à cette liste, entre guillemets, si on a le droit d'être sur cette liste. D'abord, on a vérifié mon dossier médical, et ensuite, si
si c'était normal que je puisse demander à avoir une greffe, quoi. Si vous en avez vraiment besoin, c'est ça que ça veut Voilà, dire? c'était un peu ça. Mais en fait, quand ils m'ont vu, je crois qu'ils ont vite réalisé que j'en avais vraiment besoin. Ouais. Mais Pourtant, quand on vous voit faire du roller, etc., on vous voit en forme. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où vous avez la pêche et des moments où vous l'avez moins, c'est ça? Ouais. C'est pas tous les jours. Le néphrologue, donc le spécialiste des reins qui vous suit, vous a fait comprendre que vous risquiez de devoir patienter longtemps avant que ce rein puisse être transplanté. Comment se préparer pour un événement quand on n'a aucune idée du moment où il va arriver? Comment se préparer? Je ne sais pas si on se prépare vraiment, mais je sais pas, je dirais que je suis déjà prête, hein, que j'attends ça tellement fort que c'est déjà... Je veux dire, ça va être tellement... Ça va me faire peur, c'est évident, mais c'est une fête. On va me dire, ça y est, c'est ton tour, tu vas pouvoir recommencer une vie normale. Alors bien évidemment, il faudra passer par des étapes certainement difficiles, mais j'en ai tellement déjà marre, quoi. J'ai déjà tellement envie d'y être que c'est forcé, on a envie de vivre normalement. Comment composez-vous avec l'idée que vous attendez la mort d'un autre pour pouvoir vivre vous-même? La mort d'un autre pour pouvoir vivre moi-même. Ouais. J'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là parce que je m'appuie énormément sur ma foi chrétienne. Et en tout cas pour ma religion, celle que je vis, on dissocie largement l'aspect corporel de l'âme. Et on croit à ce qu'on appelle la résurrection. Donc en fait pour moi, l'âme de cette personne, elle va toujours être là. Et ce qui me file, c'est un rein qui de toute façon, 10 jours après, aurait pourri dans un cimetière. Donc, tant qu'à faire qu'il pourrisse, non, il ne va pas pourrir, il va juste m'aider. Voilà. Il va rester vivant, il va Donc, servir. Finalement, je trouve que c'est plutôt beau, quoi, parce que de toute façon, on n'abîme rien de son âme. Et il me donne, on donne la vie. Il me donne la vie, quoi.